Bonjour à tous, merci d'être présents avec nous pour ce webinaire, cette intervention aujourd'hui que l'on fait sous ce format. Donc c'est le 5e en live avec Excel que nous proposons. Donc c'est un format que nous avons mis en place lors des vendanges vinification 2021 pour être en live, en direct avec les observations que nous pouvions faire durant les vendanges et les vinifications. Le but, c'est d'avoir un format assez court, assez concret. Donc, l'idée, c'est de vous présenter des choses sur une vingtaine de minutes, avec des aspects assez concrets, avec une relative interaction possible. N'hésitez pas aussi à des moments à utiliser ces systèmes de communication pour poser des questions. Et puis, c'est des choses qui sont enregistrées et disponibles aussi par la suite. Donc on en avait fait 3 lors des vendanges et vinifications de 2021 et puis l'idée a plu a priori. Donc on a continué, on a fait un 4e en fin d'année avec un direct sur l'aspect saisonnier des pratiques puisque en décembre, Tommaso, Paul et Steve avaient fait au moment des entonnages une intervention en live avec Excel sur l'hygiène de la coupe. Donc là, en ce début d'année, ce 5e en live avec Excel, il a pour vocation, lui, d'être en direct avec des développements récents du laboratoire. Et donc, on va aujourd'hui vous parler de microbiologie du sol, de nos développements, enfin vous présenter des développements qu'on a fait au laboratoire sur cette thématique. Donc, c'est une thématique qui, pour différentes raisons, est d'actualité, on peut dire à la mode ou tendance, et ça a beaucoup de sens, tant d'un point de vue sociétal, environnemental, de se poser la question de la vie des sols et de la partie microbiologique qu'il y a derrière cette vie. D'autant plus que, et c'est aussi la raison de cette effervescence et de cette émulation sur cette thématique, c'est que les techniques analytiques notamment, permettent aussi aujourd'hui d'accéder à des informations dont il n'était pas possible de disposer il y a encore quelques années. Donc c'est une thématique que nous, on avait identifiée comme émergente et d'actualité il y a maintenant 4 ans au laboratoire et qu'on a donc voulu travailler afin de proposer des outils qui permettent de répondre à ces notions de vie des sols et de microbiologie sur ces parties sols. Euh, donc c'est des thématiques qui sont assez complexes et souvent dans des présentations, dans les conférences auxquelles on a pu assister, dans les écrits qu'on a pu lire, ce sujet-là, il est englobé aussi avec toute l'interaction qui va avec, c'est-à-dire que ces micro-organismes du sol, ils interagissent avec aussi les paramètres physico-chimiques du sol, avec d'autres acteurs de ce sol, des insectes, les parties végétales, et tout ça, ça fait que le système, il est quand même assez complexe et très interactif. Nous, le but de cette présentation et la façon dont on a abordé les choses il y a 4 ans au laboratoire, c'est de se dire, nous, on est juste là pour essayer de faire des analyses. Et les analyses de microbiologie du sol, c'est analyser les micro-organismes dans leur matrice sol, mais c'est pas d'essayer de répondre à toutes ces questions qui peuvent être effectivement très complexes. Donc il y a 4 ans, quand on a eu cette idée de travailler la microbiologie des sols, en fait, on s'est mis dans la peau d'une bactérie une bactérie du sol qui allait demander 2 questions au laboratoire Excel, à nous, analystes. Comment me trouver dans le sol et comment me caractériser dans le sol. Donc le but de cette présentation, c'est pas d'essayer de tout explorer, parce que voilà, encore une fois, c'est très complexe et on n'a pas, nous, les connaissances et les capacités de raconter toute cette histoire. Nous, voilà, en tant que microbiologistes et analystes, on a voulu, dans un premier temps, répondre à ces 2 questions. Comment trouver un micro-organisme dans le sol et comment le caractériser. Donc ces 2 questions, on se les a posées il y a 4 ans parce que justement, on savait que les techniques avaient avancé et qu'on aurait certainement la possibilité de trouver parmi ces techniques des solutions pour répondre à ces questions. Après, la réponse à cette question, il faut aussi la prendre avec une relative humilité et tout ce qu'on va évoquer par la suite, ça va être une façon de voir que la face qu'on est capable de voir aujourd'hui, la face qu'on va dire émergée de l'iceberg, on voit
Aujourd'hui, on n'est pas capable d'analyser complètement la microflore d'un sol. Il y a beaucoup de choses où on n'a pas accès encore à l'information. Et du coup, ça nécessite vraiment d'aborder ça avec humilité, mais aussi en donnant de la consistance à la façon dont on va aborder l'observation de la partie visible. On a toute cette partie qui va être, on sait qu'on ne va pas y accéder. Donc, l'analyse qui consiste finalement à faire une photo et à mettre un chiffre derrière cette photo pour pouvoir interpréter un phénomène, euh, puisqu'on ne peut pas tout voir, sur la partie qu'on peut voir, il ne faut pas être influencé par une méthode qui va donner de l'information, mais qui va en donner une part partielle. Si on photographie la face visible de l'iceberg, on peut voir plein de choses, et même on peut voir ce qu'on a envie de voir à des moments. Donc il faut faire attention à ça. Et quand on s'est effectivement posé cette question de comment trouver les micro-organismes dans le sol, on savait qu'on n'allait pas tous les trouver, mais on a voulu quand même essayer de les trouver avec des méthodes qui étaient robustes et ne pas être dépendants des méthodes. Voilà, parce que c'est aussi un des biais possibles. Cette thématique elle est souvent abordée aussi par des voies enzymatiques ou des choses comme ça. Mais quand on va concentrer l'interprétation de la vie d'un sol sur une voie enzymatique, c'est parce que cette voie-là, on la connaît bien, mais elle représente peut-être un millionième des voies enzymatiques qui sont au moment de l'instant T dans le sol. Donc, on a voulu essayer d'aborder ça de façon plus exhaustive pour ne pas perdre d'informations, sachant qu'on ne pouvait pas accéder à toute l'information. Et la façon de travailler un sujet comme celui-ci, c'est déjà de se dire, qu'est-ce qu'il existe? Souvent, en viticulture, en œnologie, on se dit qu'on est un peu spécifique d'autres domaines, ce qui est le cas. Le vin est vraiment un produit à part, mais l'œnologie, c'est quand même un petit peu de l'agroalimentaire, et la viticulture, c'est un petit peu de l'agriculture aussi. Donc, quand on s'est posé ces questions-là, un des travaux qu'on a fait, c'est déjà se dire comment c'est fait sur d'autres sols. Est-ce qu'il n'y a pas de l'information à aller chercher? Euh, et en fait, on se rend compte qu'il y a une disponibilité très riche de données sur cette partie-là, ne serait-ce que sur la partie normative des modes opératoires. Si vous allez sur le site de l'AFNOR, qui référence les documents de référence, mais voilà, qui donne de l'information sur ce qui est disponible et ce qui est accessible en termes de normes ou de documents bien établis, et qu'on tape microbiologie du sol, on voit qu'on a des possibilités de données assez consistantes et qui peuvent servir de base pour justement être le point de raccordement entre les photos qu'on va faire et des données déjà établies, parce que ça va être le gros enjeu, c'est ça, c'est de raccorder ce qu'on va pouvoir observer, quantifier à des bases de données. Donc, on va se reposer les questions voilà, que la bactérie du sol nous avait posées il y a 4 ans. Comment me trouver dans le sol? Cette question-là, elle est très simple, mais elle est très simple à formuler, mais y répondre, ça nécessite d'aborder ça avec sérénité. Parce que, bon, chercher des micro-organismes dans un liquide, c'est notre travail au quotidien en analysant les mous, les vins, mais d'une certaine façon, le travail est un peu fait parce que les liquides, ce sont des particules, les micro-organismes, ce sont des particules qui sont dans un liquide à ce moment-là, et c'est relativement facile d'aller chercher des particules dans un liquide. Par contre, chercher des particules dans un amas de particules, c'est un peu plus compliqué parce que un sol, c'est un amas de particules. Euh, donc, chercher des micro-organismes dans le sol, voilà, ça nécessite de se poser la bonne question de l'outil qui va permettre de détecter ces micro-organismes dans le sol. Dans cet amas de particules que constitue le sol, il y a de nombreuses particules qui peuvent avoir la taille, la forme, qui peuvent réagir comme un micro-organisme. Donc, il faut bien identifier la cible que l'on va se donner pour aller trouver ces micro-organismes. Ce qui va différencier un micro-organisme finalement d'une particule qui n'a pas de vie, ça va être le patrimoine génétique qui va supporter justement cette activité. Donc, pour répondre à cette question, comment me trouver dans le sol, nous, on s'est dit, la cible la plus évidente et la plus cohérente et la plus robuste scientifiquement, c'est de se dire, on va aller cibler la partie génétique des micro-organismes, puisque celle-ci, elle va leur être propre par rapport aux autres particules. Et coup de chance, et on n'a peut-être pas les seuls à avoir eu cette idée-là, puisque justement, il existe des travaux qui établissaient cette possibilité d'aller
accéder à de l'information dans le sol en allant, justement chercher, cette partie, ADN du sol. Donc on s'est d'abord référé à cette norme-là pour, extraire l'ADN du sol et ensuite le quantifier. Ça nous a permis d'accéder justement à ces micro-organismes, de pouvoir mettre, une donnée, la partie ADN, en lien avec, une détection des micro-organismes dans le sol et une quantification. Hem Et ce qui était intéressant et ce qui est, intéressant justement d'avoir basé cette réflexion et ce développement sur des parties, normées, c'est qu'on peut aussi disposer de bases de données. Quand on va faire appel à ce paramètre, à cette notion d'ADN, heu, microbien dans le sol, il y a des données qui vont nous permettre de, pouvoir interpréter les chiffres qu'on va obtenir. Il y a par exemple des cartographies qui ont été faites par différents projets, à l'échelle même nationale, voire sur d'autres, sites qui permettent d'estimer. Est-ce que 10, 20, 50, 100, ce sont des valeurs importantes, conséquentes? Voilà, c'est d'où l'intérêt de partir sur des choses déjà établies pour pouvoir, les lire relativement, facilement et les interpréter. Donc il y a ces données-là qui sont disponibles, illustrées sur cette carte, de France. Et puis il y a aussi des données qui avaient déjà été établies sur la vigne et les cultures, des vignes, qui permettent aussi d'évaluer, les données qu'on va récupérer, nous, et de les confronter justement à ces bases de données. Heu, on voit que, la vigne, ici, elle est, plutôt sur des parties basses en termes de biomasse microbienne des sols. Quand on reprend la carte ici, on voit qu'on a des secteurs, où on va dépasser, la centaine de microgrammes d'ADN microbien par gramme de sol, et sur la partie vigne, on va être ciblé des notions un peu plus basses. Donc cette analyse, on l'a mis en place au laboratoire, en 2019-2020. On a cumulé des données avec, quelques partenaires, et puis elle est devenue vraiment une prestation proposée par le laboratoire en 2021. Et là, c'est une illustration assez simple, mais qu'on aime bien utiliser pour interpréter nos bases de données, pour essayer de voir si effectivement, la cible analytique que l'on avait retenue peut justement servir d'indicateur pertinent pour un usage concret, pour votre usage concret. Heu, donc effectivement, on voit que, la moyenne, on est un peu en dessous des 10, microgrammes, par gramme de sol, d'ADN par gramme de sol. Donc par rapport à la base de données précédente, on voit qu'on est assez cohérent par rapport à ce qui était obtenu sur la vigne. Mais on se dit qu'effectivement, cet indicateur, il a son sens parce que, 1, il peut se raccorder, et 2, on voit qu'on a quand même une diversité de réponses, quand on a une épaisseur du rectangle et une barre, verticale à ces niveaux-là, où en fait on va avoir des valeurs qui vont être parfois 2 fois, 3 fois, 4 fois supérieures à la moyenne. Il faut essayer de se dire, voilà, justement, on tient peut-être un indicateur qui va donner du sens à des différences, et quelles sont les raisons de ces différences? Voilà, donc c'est cette analyse-là, elle nous semble importante pour justement être, cette réponse à cette question qui était, comment trouver un micro-organisme dans le sol? Le trouver en quantifiant l'ADN microbien par gramme de sol. Ça nous permet de répondre à cette question et d'observer des phénomènes. Là, par exemple, on a prélevé sur les mêmes placettes d'un vignoble à différents moments, de l'année, mars, juin, septembre, et on a fait des analyses et on a quantifié cet ADN microbien, et on voit que, suivant les placettes, il y a des réponses qui sont différentes. Donc ça évoque des questions, des causes, des conséquences de ces différences. Effectivement, pourquoi la placette 4 qui, en mars avait, la biomasse microbienne la plus importante, est en septembre celle qui en a le moins, et pourquoi finalement la placette 24, elle, est restée relativement stable, durant la campagne? Voilà, c'est le genre de questionnement que l'on peut se poser avec ces données. Donc ça, c'était la première question que nous avait posée la bactérie du sol, il y a 4 ans, quand on a commencé ces développements. L'autre question qu'elle nous posait, et qui va être en lien justement avec, les envies de répondre aux questions, qui sont, suscitées par les différences qu'on observe, c'est, comment caractériser ces micro-organismes? On observe des différences de quantité d'ADN, mais comment aller un peu plus loin? Heu pour essayer de comprendre les causes, mais aussi, établir des données sur les conséquences possibles. Donc la caractérisation d'un micro-organisme, elle peut se faire au niveau de l'activité.
et ça va essayer de voir si, si ces micro-organismes sont actifs. Et là aussi, l'idée, c'est pas d'inventer des notions. Une bactérie, ça ne dort pas. Une bactérie, c'est soit active et ce niveau d'activité, il peut se quantifier. Et une façon de quantifier l'activité, c'est de quantifier l'énergie d'une cellule. Et la molécule qui est universelle et qui va retranscrire le potentiel d'énergie d'une cellule, c'est l'ATP. Voilà, donc c'est la même base de réflexion qu'on a eue quand on a dit que pour chercher un micro-organisme parmi un amas de particules, on va aller chercher l'ADN parce que les micro-organismes en ont et qu'un grain de sable n'a pas d'ADN. Ben là, c'est pareil. Mesurer une activité, ben, le marqueur le plus essentiel et le plus intéressant, c'est certainement l'ATP et c'est consolidé par des notions qui, qui sont relativement éprouvées, hein. La publication ici qui fait référence quand on parle d'ATP dans le sol, c'est celle-ci, elle date de 1979. Donc ça donne quand même du poids à cette notion pour caractériser une activité de micro-organisme dans le sol. Et pour aller sur la partie, pour aller plus loin dans la caractérisation, eh bien, on s'est dit qu'il fallait essayer d'aller un peu plus loin dans l'identification des micro-organismes. Et là aussi, on a fait appel à de la bibliographie et à des procédures qui permettent d'accéder à des choses robustes qui pourront aussi être raccordées à des bases de données observées pour d'autres cultures. Et là, on va utiliser aussi la partie biologie moléculaire, la partie ADN, pour aller chercher de l'information en termes d'identité des espèces présentes, ce qui va donner aussi des notions de diversité. Donc voilà le cheminement aussi qu'on a continué après avoir dosé l'ADN dans le sol. On a voulu doser l'ATP pour caractériser l'activité des micro-organismes dans le sol. Et on a voulu aller un peu plus loin pour aller identifier les micro-organismes. Donc sur la partie ATP, ça c'est la même représentation des données cumulées sur la campagne de mesure 2021 que celle qu'on a présentée sur l'ADN. Ces diagrammes boîte à moustache qui sont assez parlants justement nous quand on fait ces états des lieux. Parce que justement on voit que on a une moyenne autour de 100, 250, 160, mais qu'on a encore une fois une hétérogénéité qui peut amener des questions, une différence de valeur qui nécessite justement certainement de se poser la question, mais pourquoi à des moments on arrive quand même à des valeurs de 400 et pourquoi à d'autres moments on va être proche de zéro. Donc on voit que le champ d'observation il permet d'observer des différences. Cette notion-là, ce qui est l'avantage, c'est que aussi d'un point de vue mode opératoire aujourd'hui, on a pu cumuler les voies d'entrée des échantillons sur la partie mesure de l'ADN et mesure de l'ATP. C'est-à-dire que les échantillons sont préparés de la même façon et on va pouvoir systématiquement associer les deux mesures. Après la préparation, il y a donc c'est la photo centrale de extraction d'ADN par un automate qui va nous permettre d'optimiser. On parle de microgrammes par gramme, donc il y a quand même une notion de sensibilité dans cette capacité d'extraire quelque chose qui est riche aussi potentiellement en interférents, en parasites. Donc on travaille avec l'automate qui est photographié et qui est présent au milieu de la diapositive, et après on va aller doser l'ADN. Et la même voie de préparation nous permet d'arriver au dosage de l'ATP qui est illustré par les photos en bas de la diapositive. Concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on va dans les parcelles, on fait des prélèvements lors d'une marche aléatoire euh, entre 0 et 30 cm. Donc ça, on va en reparler par la suite. C'est pas arbitraire, c'est quelque chose qu'on a expérimenté, qu'on a confronté là aussi à des recommandations, à de la bibliographie, et qu'on a retenu maintenant après 3 années de campagne de mesure comme étant quelque chose d'assez consistant. Euh, donc prélèvement en quinconce, entre le rang et sous le rang. Voilà, voilà, c'est un protocole qu'on a mis en place, qui peut être aussi spécifié, hein. S'il faut aller chercher sous le rang spécifiquement, on se concentrera là, il n'y a pas de souci. Donc ces protocoles, ils sont disponibles et voilà, ils peuvent être aussi assez flexibles en fonction des objectifs. Et du coup, c'est vrai qu'on a pu multiplier les analyses. Alors, excusez-moi pour la faute, là, c'est pas AND, c'est bien ADN. Et observer des choses assez intéressantes. Et là, ce graphique-là, il est là pour revenir justement sur cette notion de profondeur, parce que ça a été
aussi beaucoup de questions au début de ces développements, c'est de savoir à quel niveau il fallait, baser l'analyse, le prélèvement. Voilà, on a été voir des experts qui nous ont donné des recommandations, on a lu des choses, voilà et on se posait la question. Donc, pour la façon de se poser de répondre à la question, c'était d'expérimenter. Donc on a fait pas mal de fosses où on a prélevé, comme ici c'est présenté, tous les 5 ou 10 centimètres. Les 2 doutes les 3 possibilités qu'on avait, évoquées, c'était, effectivement prélever à une hauteur où on sait que la vie va être, normalement importante et riche. Donc c'est sous cette litière, sous la litière végétale, qu'on retire et donc aller sur, 0,30 centimètres. Et les 2 autres possibilités qu'on s'était posées, c'est est-ce qu'il ne faut pas associer ça, cette notion de profondeur avec aussi la vigne? C'est-à-dire, il faut aller là où les racines sont, où on voit que l'échange est possible, notamment en termes de conductimétrie ou d'humidité du sol. Voilà, donc on a essayé de répondre à ces questions-là en multipliant les essais. Et ces courbes-là, ils illustrent assez bien le phénomène, c'est que on s'est dit que pour observer les différences, il fallait quand même partir de l'endroit où il y en avait le plus. Et on voit bien que c'est quand même sur ces premiers horizons que la vie microbienne est concentrée. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix aujourd'hui de travailler sur 0,30 centimètres pour cette raison de disposer de données qui vont pouvoir être conséquentes et certainement source de différences à interpréter. Après, on a essayé de continuer aussi des comparaisons. Alors, aussi un questionnement qui est d'actualité, c'est l'effet du cuivre sur cette vie microbienne. C'est souvent les premières questions qui nous ont arrivées une fois qu'on avait les outils en place. Donc ça, c'est une base de données qui permet de voir, de confronter les valeurs de cuivre que l'on dose dans les sols à l'ATP. Et on voit bien, que là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ATP là où il y a peu de cuivre. On a rarement beaucoup d'ATP quand il y a beaucoup de cuivre. Par contre, ce qui est intéressant, je pense aussi, et ce que les partenaires qui avaient demandé ces mesures-là continuent à travailler, à essayer de comprendre, c'est pourquoi, même s'il n'y a pas de cuivre ou peu de cuivre, il y a des moments où il y a peu d'ATP. Voilà. Donc, on ne peut pas faire reposer la faiblesse d'ATP uniquement sur le cuivre. On voit bien que c'est pas aussi simple que cela. Et on voit bien qu'il y a des effets, parcelles, terroirs. Là, c'est 5 propriétés d'un même groupe, donc avec, dans les pratiques culturales, une relative, colonne vertébrale, on va dire, puisque c'est le même groupe de propriétés, mais sur des secteurs différents. Et on voit que la réponse entre la vitalité du sol et la teneur en cuivre, elle est assez variable, puisque finalement, heu Heu, on a des choses qui sont pas tout le temps les mêmes ratios. Alors quand il y a beaucoup de cuivre, c'est vrai qu'on est sur des moments où il y a peu d'ATP, mais voilà, c'est des questionnements aussi qui sont à appréhender. Un des points qui est assez intéressant avec l'ATP, puisqu'on va être vraiment en lien avec l'activité, c'est qu'on voit qu'il y a des phénomènes la saisonnalité est assez importante. Donc là aussi, c'est un graphique qui a pour vocation d'illustrer ces phénomènes-là, mais c'est qu'on voit des évolutions. Là, par exemple, c'est des points qui ont été faits en septembre, après l'été, et puis un autre point qui a été fait début décembre, donc après les pluies de l'automne, et on voit que, il y a une vie microbienne qui se met en place, à la fin de l'automne de façon plus intense sur certains points de prélèvement que sur d'autres. Donc là aussi, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Un autre graphique qu'on aurait pu présenter, c'est, la différence entre, le réveil printanier. On va commencer les mesures avec certains de nos partenaires, on les commence, février, mars. On fait ce point-là, on commence à en faire, au moment où la vigne est en pleine activité, mai, juin. Et puis quand on va accumuler les premiers stress, au niveau stress hydrique, on refait des points. Et là, on voit qu'on a aussi, une capacité de tampon du sol à maintenir une activité microbienne. Parfois, on voit des sols qui n'ont pas des activités microbiennes au printemps démesurées, mais qui vont rester relativement stables. Et puis des sols où vraiment, dès les premiers stress hydriques, la chute de l'activité microbienne va être très, très significative. Donc cette partie saisonnalité, c'est un cas concret vraiment des suivis aujourd'hui qui sont réalisés en mesure d'ATP des sols. Cette mesure d'ATP, elle permet aussi d'objectiver aussi d'autres données physico-chimiques sur le sol. Donc là, c'est une illustration d'une comparaison, d'une mise en parallèle entre le rapport C sur N qui
qui est un paramètre de référence pour qualifier un sol, de cette quantité en micro-organismes au niveau, cette fois-ci ADN. Heu, on voit que voilà, il y a des choses aussi à mieux comprendre par cette observation-là. Et puis, une des données qu'on essaye aussi d'interpréter, c'est ce ratio ATP-ADN, pour essayer de se dire que voilà, il y a des choses à mieux comprendre. Par exemple, pourquoi la parcelle qui est à droite sur le graphique, présente, heu, quasi ouais, une vitalité, bah, comme, la parcelle d'à côté, mais avec une quantité d'ADN qui est moins importante. Donc ça veut dire que finalement, certainement que les micro-organismes présents sont peut-être pas très nombreux, mais très actifs, alors que sur la parcelle qui est représentée sur la barre d'à côté, bah, il y a plus de micro-organismes, mais l'activité globale est pas plus importante. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui bloque cette activité qui f voilà, c'est ce ratio-là, il est assez, intéressant aussi à interpréter. Donc voilà pour la partie, caractériser l'activité des micro-organismes. L'ATP, semble être un indicateur assez intéressant qu'on peut confronter justement à la quantité ADN, quantité de micro-organismes, activité, quantité. Et la troisième question à laquelle on voulait répondre, c'était comment identifier ces micro-organismes? Donc là, on a cumulé des approches de biologie moléculaire pour essayer de commencer à faire, des profils d'une certaine façon, des profils microbiologiques. Donc on s'est rapporté à cette norme, ce qui est beaucoup fait aujourd'hui en ADN, en approche d'ADN environnemental, c'est l'abondance de séquences, des séquences ITS pour la partie, fongique, d'autres séquences qu'on sait, pertinentes pour qualifier une abondance, donc une richesse, mais aussi une diversité. Heu, on a aussi, la possibilité d'aller faire des PCR ciblés, c'est-à-dire, comme on fait des PCR quantitatifs sur Brettanomyces, beh, on peut aller chercher certains micro-organismes spécifiquement et les quantifier dans le sol. Et ça, on l'a particulièrement fait justement sur les micro-organismes d'intérêt œnologique, en se disant: beh, il y a effectivement toujours ce débat de la microflore de la cave par rapport à la microflore de la vigne. Mais ce qu'on voit, c'est que quand une cave est neuve, il y a quand même de la vie microbienne dans le mou et dans le vin, et que la génération spontanée n'existe pas. Donc il y a quand même une filiation probable entre la vigne et la cave. Et d'aller commencer à aborder ces approches de biologie moléculaire sur le sol permettait aussi d'accéder à ces informations. Donc, par exemple, aujourd'hui, les profils microbiologiques que je vais vous présenter par la suite, on va chercher les Brettanomyces dans le sol parce qu'on maîtrise très bien la recherche de Brettanomyces et que ça peut être des informations aussi intéressantes par rapport à cette vie microbienne. Quand on met de l'amendement à base de marc et tout ça, c'est des questions qui sont assez récurrentes. Est-ce que ça a ses conséquences sur cette partie-là? Donc aujourd'hui, comme on peut le faire, on le fait. Et aujourd'hui, ce qui est aussi très, très intéressant d'un point de vue de la biologie moléculaire, cette capacité, cette facilité, au séquençage, à la fois en termes de réalisation de ce séquençage, mais aussi en termes de traitement, bioinformatique des données obtenues. Donc l'idée, c'est d'aller de cette partie identification, c'est de pouvoir fournir des inventaires de quelques espèces, donc quelques parce qu'on est toujours là, il faut avoir toujours notion que c'est vraiment la face émergée de l'iceberg qu'on va aller rechercher. Donc l'inventaire, il va être, circonscrit à ce qu'on est capable d'aller chercher. Mais par ces biais-là, on peut aussi commencer à estimer, donner des indices de biodiversité qui vont être intéressants pour aller, cumuler l'information qu'on pouvait déjà disposer avec la quantité d'ADN, le niveau d'ATP. Voilà. Est-ce que, à même quantité de biomasse, elle est plus ou moins active et est-ce qu'elle est plus ou moins diversifiée? Donc aujourd'hui, un profil microbiologique tel qu'on le propose au laboratoire, ça va fournir, en plus de l'ADN et de l'ATP, le nombre d'espèces, détectées. On va, scinder la partie bactéries et champignons, donc champignons, levure, moisissure, heu et on va faire ce ratio champignons-bactéries, qui, semble être important pour comprendre les voies d'assimilation et puis aussi la partie, saisonnalité, des assimilations avec des développements, des séquences de développement ou des ratios qui s'inversent à des moments. On va être capable d'aller, regarder les principaux groupes de champignons présents, les principaux types de bactéries et puis je vous dis par les aspects de PCR, quantitatifs que l'on avait développés sur mou, sur vin, on s'est dit que ça pouvait être, intéressant d'aller chercher la présence ou l'absence de germes qui pourront avoir des conséquences, œnologiques par la suite.
Donc voilà un exemple de rapport aujourd'hui tel qu'on peut le fournir, donc avec la charge microbienne exprimée en ADN, donc la quantité de micro-organismes, la charge microbienne totale du sol en micro-organismes, qu'on va caractériser par le niveau d'activité, la mesure de l'ATP, et puis ce profil qui va être ensuite établi avec la recherche des bactéries, des champignons, de ce ratio bactéries-champignons, une répartition des principaux groupes que l'on va pouvoir identifier au travers à la fois du séquençage et de la recherche d'abondance de séquences cibles. Ça va être aussi des informations qu'on va, elles, fournir en commentaire. Alors parfois, on ne va pas arriver à attribuer les 100% des données quantifiées, mais ça va commencer à donner des informations assez intéressantes, justement pour mieux comprendre les phénomènes. Et puis on va aller chercher aussi voilà, les germes d'intérêt œnologique. En l'occurrence, sur cet échantillon, il y avait présence de Brettanomyces dans le sol. Alors, aujourd'hui, c'est un constat. On va pas dire aux viticulteurs qui lisent ce rapport-là d'influencer sur ce point-là, mais c'est une notion qui peut donner du sens aussi dans la compréhension de cette problématique-là. Voilà deux exemples de comparaison sur deux placettes assez intéressants. Justement, on voit qu'il y a quand même des homogénéités aussi en termes d'information. Là, on a quand même une placette TB où il y a plus d'ADN, plus d'activité, nombre d'espèces aussi, et la diversité est aussi plus importante. Et notamment sur la partie certainement moisissure. Donc cette placette-là, elle a une vie microbienne qui est plus intense, plus riche que l'autre placette. Donc ça permet de l'objectiver avec ces différents angles de vue pour essayer pour revenir à cette image de face émergée de l'iceberg, essayer de couvrir tous les angles de vue pour avoir le maximum de solidité dans l'observation et l'interprétation de ces données. Donc les applications possibles, c'est ça, c'est objectiver les observations, tout simplement mieux connaître son vignoble au travers de ces angles de prise de vue qui sont possibles par ces analyses microbiologiques, évaluer les effets de saisonnalité, de la climatologie qui va aller en lien avec ce vignoble, le terroir, les pratiques culturales. Excusez-moi, il y a une petite coquille avec le sigle micro qui ne devrait pas être là. Et puis, on commence à avoir des partenaires qui ont cumulé des données depuis 2-3 ans et qui intègrent ça dans les réflexions en lien avec le rendement, la sensibilité aux maladies, la qualité des raisins. Il y a de la bibliographie aussi qui commence à donner de la consistance à ces hypothèses-là. Des travaux faits sur la rotindone en Australie, ben, il y a des choses qui sont établies aussi avec le sol. Donc, en ayant accès à ces informations, il n'est pas impossible que ça puisse donner ouvrir aussi des voies de compréhension supplémentaires. Et la recherche des germes œnologiques, quand on voudra aller faire cette filiation entre la vigne et la cave, et essayer là aussi de l'objectiver. Donc voilà pour la partie microbiologie à proprement parler. Et on va finir cette présentation par deux petits apartés qui sont en lien avec cette thématique, qui sont aussi en lien avec les développements récents du laboratoire, donc pour profiter de ce en live avec Excel pour vous apporter cette information. C'est que cette vie microbienne et les travaux de référence de Monsieur Husson l'illustrent parfaitement. Ben, cette vie microbienne, c'est aussi des phénomènes d'oxydoréduction. La vie, ça oxyde, ça acidifie. Un micro-organisme, généralement, il oxyde, il acidifie. Donc il y a ces phénomènes-là qui sont intéressants d'être observés aussi sous un angle physico-chimique. Donc en parallèle des développements sur la partie analyse microbiologique, au laboratoire, on a voulu développer trois mesures. La mesure du potentiel d'oxydoréduction, le potentiel redox du sol, la mesure du pH du sol et la mesure de conductivité du sol. Donc ce sont des développements que l'on a fait là aussi basés sur de la bibliographie, sur effectivement les travaux essentiels et fondateurs de Monsieur Husson, sur des normes aussi qui sont disponibles pour être des recommandations dans ces mesures. Et c'est des campagnes de mesures qu'on a débutées l'an dernier et qu'on illustre à nouveau par des boîtes à moustaches, qui là aussi ouvrent la porte de l'intérêt d'avoir ces indicateurs, ces observations pour visualiser des différences. Et c'est assez intéressant de se dire que finalement, effectivement, un potentiel de redox d'un sol viticole, il va varier entre 300 et 500. Donc voilà, essayer de trouver
les conséquences, les causes et les conséquences de ça, notamment avec la vie microbienne, notamment peut-être avec la sensibilité à certaines maladies, avec aussi cet effet tampon du sol, hein, qui peut potentiellement accumuler du cuivre, qui est un oxydant, des produits phytosanitaires qui sont aussi globalement des oxydants. Un produit phytopharmaceutique, il a souvent du chlore, du soufre, des choses comme ça dans la composition, dans sa chimie, et du coup, c'est des choses qui peuvent potentiellement oxyder aussi quand ça s'accumule dans le sol. Donc, on prend tous ces phénomènes-là avec cette analyse supplémentaire. Donc, on commence à, voilà, là, c'est une analyse qu'on a développée l'an dernier. On a 1 an de recul, on commence à avoir des données, et le but, c'est de les intégrer aussi avec ces mesures d'ATP et d'ADN en parallèle. Donc là, c'est ce qu'a fait ce partenaire en faisant globalement la comparaison merlot, de ces merlots et de ces cabernets. Alors, est-ce que c'est le bon questionnement, la bonne façon de... Voilà, mais en tout cas, il est aujourd'hui possible de mesurer l'ADN, l'ATP et le potentiel redox sur un même échantillon pour donner de la consistance à cette observation au travers de cette mesure supplémentaire du potentiel redox. Et puis du coup, on dit souvent que la vie, c'est l'air et l'eau. Et voilà, pour terminer cette présentation, ce live avec Excel, avec la dernière information vraiment en direct avec le laboratoire, c'est que la vie, on l'appréhende avec les techniques de microbiologie qu'on a évoquées. L'air, ça va être le potentiel redox, l'oxygène, cette partie-là. Et la partie eau, au laboratoire, après là aussi plusieurs années d'essais, cette année, on a pris le parti et on a acheté un spectromètre de masse isotopique pour pouvoir internaliser une mesure qui nous semble importante pour caractériser ces parties eau et régime hydrique de la vigne. C'est d'internaliser la méthode du delta C13 par la méthode de référence qui est cette approche en spectrométrie isotopique. Donc c'est quelque chose qui va aussi se cumuler à la boîte à outils qu'on a au laboratoire aujourd'hui pour caractériser cette partie vie des sols et impact avec le végétal. Donc voilà pour cette présentation qui finalement était un peu plus longue que le timing que d'habitude on se fixe pour présenter ces en live avec Excel. L'objectif, voilà, c'est vous fournir cette information de ces développements récents, d'être à vos dispositions pour répondre à toutes vos questions. Donc on peut prendre 5 minutes pour le faire. Sinon, la présentation, elle sera à nouveau consultable sur notre site internet et puis sur différents voies d'accès. Et puis, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à appeler le laboratoire. Aujourd'hui, on est structuré par des référents techniques sur différentes zones du vignoble français. Donc, vous pourrez aussi solliciter vos interlocuteurs pour répondre à ces questions. Si vous souhaitez venir voir comment sont faites les analyses de laboratoire, le laboratoire vous est ouvert pour vous montrer comment on fait ces analyses de microbiologie, de potentiel redox, de delta C13. Donc, merci encore pour votre présence aujourd'hui. J'espère que la présentation vous a donné cette information, c'est ce qu'on voulait. Merci encore et à très bientôt. Au revoir.